Alors, pour l'escarmouche, si on peut dire, de Colombières, donc ça a lieu le 22 août 1944, mais il faut revenir un peu en arrière, le 21 août, dont Pierre Lopez fait partie du maquis des Aigles. Il se retrouve à une escarmouche avec les Allemands au col de Pétafy. Quand ils arrivent, la bataille est finie. Il y a eu des dégâts, il y a eu des blessés. Et puis, bon, mais ils arrivent, c'est fini. Donc ils regardent s'il n'y a pas d'Allemands dans les parages, il n'y a personne. Et à ce moment-là, ils se replient sur la Comète. La Comète, c'est un hameau qui se trouve entre le col de Pétafy et le col du Buis à Bédarieux. Là, ils passent la nuit, et le lendemain matin, on leur signale qu'une colonne allemande vient de Toulouse, Castres, et se dirige vers la vallée du Rhône. Donc il faut les stopper, parce qu'ils sont là pour suppléer les Allemands qui sont en difficulté parce que le débarquement de Provence vient d'avoir lieu le 15 août. Donc les Allemands sont là pour compléter les effectifs là-bas. Donc il faut les empêcher de se réunir et à ce moment-là, il faut les bloquer, il faut les embêter au maximum. Donc il leur demande de se rendre sur la route de Colombières, le Pujol Colombières, pour essayer de les freiner. Alors Piero Lopez et son groupe des Aigles partent, ils sont environ 80, ils partent un ou deux camions, ou trois, et ils arrivent au pont de Sévirac. On y passera tout à l'heure, et c'est là qu'a eu lieu la fin du combat. Donc arrivés au pont de Sévirac, ils ne peuvent plus passer parce que le pont, des maquisards ont fait sauter le pont, justement pour empêcher cette colonne allemande de progresser. Donc ils continuent à pied. Ils sont un groupe, ils continuent à pied et ils viennent à peu près 1 kilomètre plus loin sur ce monticule se poster. Alors ils mettent là leur mitrailleuse. Je me rappelle, Pierrot avait dit que c'était une Browning. Alors ils se mettent à la mitrailleuse. René Salomon est le tireur, je me souviens. À gauche, il y a l'ami de Pierrot, Thomas, qui enclenche les balles, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin, la bande de balles dans la mitrailleuse. Et Pierrot, lui, tire de l'autre côté, il est à droite du tireur. Et puis il y a deux autres camarades qui sont à côté, Muniz de Gressessac et la Huerta d'Estrechus. Donc ils sont là, ils attendent, mais ils n'ont pas à attendre longtemps. Au bout d'un quart d'heure, ils voient arriver la colonne allemande. Donc la colonne allemande arrive au bout de la ligne droite, là-bas. Ils ont traversé, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont traversé le village de Colombières. Ils y sont restés un moment parce qu'ils ont fait quelques exactions dans le village. Il y a le curé de la Pomarède, je crois, qui est à côté, qui a été tué. Il y avait un mariage ce jour-là. Toute la noce est partie, sachant que les Allemands arrivaient. Alors eux, ils en ont profité pour rentrer dans la salle, s'empiffrer de tous les victuailles qu'ils trouvaient, boire aussi, donc ça n'a pas arrangé l'histoire, parce il y en avait qui étaient sous, plus ou moins. Donc quand ils arrivent, ils se trouvent au bout de la ligne droite, et ils voient arriver d'abord des vélos. Il y a une quarantaine de vélos qui arrivent. C'est sensible. Il dit attention, c'est moi qui tire le premier, ne tire pas à la beuglette là. Et quand, un quart d'heure après, on a vu apparaître les premiers Allemands là, en face sur la ligne droite, on était bien parce qu'on les prenait en enfilade là. Alors le chef a ouvert le feu, et on a suivi dessus. Là, ils font feu sur les premiers, et ils en tombent pas mal. Donc quelques rafales qui éclatent. Aussitôt les Allemands, bon, il y en a qui sont couchés, qui sont morts. Et puis autrement, tout s'arrête. On n'entend plus rien. Silence complet pendant quelques instants, ça dure quand même. Et puis au bout d'un moment, ils entendent des balles qui passent au-dessus de leur tête et qui viennent de droite et de gauche. Ils s'aperçoivent qu'ils sont encerclés. Donc les Allemands sont partis de ce côté de la colline, là-bas, sur la rive gauche de l'Orbe, et puis sur la rive droite. Il y a aussi un groupe de maquisards qui est installé sur la rive droite là-bas, et donc qui aura affaire aux Allemands.
Et puis donc, ils reçoivent des balles, mais ça s'arrête. Et puis au bout d'un moment... Il était par terre. Une rafale qui arrive, ça fauche le chef côté, Mouniz et Jean-Marie. Le chef côté, une balle explosive dans le genou. Jean-Marie, Mouniz, une balle dans le dos. Et puis il avait deux trous, mais on ne savait pas ce que c'était. Il était touché au dos. Et Jean-Marie, une balle explosive dans le bras. La Huerta prend une balle dans le bras droit et Mouniz dans la jambe droite. À ce moment-là, le chef du groupe, Cortés, l'adjudant Cortés, dont je n'ai pas parlé, mais qui faisait partie du groupe, évidemment, puisqu'il était le chef, leur donne l'ordre de se replier. Et donc ils commencent à vouloir se replier, et au-dessus, ils entendent une voix qui leur dit quels sont ces mauvais Français qui s'en vont devant l'ennemi, restez sur place. Donc ils ne bougent pas, ils restent sur place, ils tirent, et puis quand ils voient que ça ne va pas du tout, que c'est là que les deux copains sont touchés, je me suis un peu mélangé les pinceaux là, c'est là que les deux copains sont touchés. À ce moment-là, le chef Cortés leur dit allez, on démonte tout et on s'en va. Et puis alors, ils vont partir derrière le monticule, derrière la butte, et ils vont redescendre au pont de Madal. Alors, Pierrot et son groupe ont plié, ont rangé au maximum leurs mitrailleuses, ont enjambé, ont parcouru la colline et sont arrivés au pont de Madal là-bas, où un groupe était déjà posté et les attendait. Là-bas, deux copains les rejoignent et eux laissent la Huerta qui était blessé au genou, ils le laissent là-bas en compagnie d'autres personnes. C'est la dernière fois qu'ils le verront, on ne sait pas pourquoi, on le retrouvera mort. Est-ce que le groupe l'a caché parce qu'il ne pouvait pas suivre, il ne pouvait pas marcher? Enfin, le tout est qu'ils le retrouveront mort. Pierrot et son groupe longent la route. À ce moment-là, ils sont pris par des rafales de mitrailleuses qui viennent de plus haut. Ils sont effectivement complètement encerclés. Donc ils se jettent sur le goudron. La route, et c'est là que je vous dis que les balles se plantaient dans le goudron. Ils ne nous ont pas touchés. Ils nous ont cru morts. Ils sont arrêtés de tirer. Au moment où ils sont arrêtés de tirer, on a bondi. Ils voient les balles qui frappent le goudron et qui rentrent dans le goudron carrément. Ils font semblant d'être morts, mais pas trop longtemps, parce qu'ils ne veulent pas recevoir d'autres rafales. Donc ils se relèvent vite, ils plongent derrière la route dans le talus. Ensuite, ils contournent ici, et vite, ils traversent et ils viennent de ce côté. Et ici, ils vont sauter dans une vigne qui est là. Alors pour sauter dans la vigne, il y a des barbelés, il faut passer sous les barbelés. Donc Pierrot et Roger se chargent de Mouniz qui lui a pris une balle dans le dos. C'est difficile de lui faire passer les barbelés, donc il y en a un qui le tire par le foulard, l'autre qui le pousse, et à ce moment-là arrive un troisième, un autre maquisard, un autre résistant de ce côté. Pierrot lui dit tiens, donne-nous un coup de main pour aider à le faire passer, et puis Pierrot se retourne et le gars affiche le camp. Pierrot pense qu'il a eu la trouille, il a eu peur, il est parti. Donc il rentre dans la vigne, là, donc ici il y avait une vigne, il se faufile entre les ceps de vigne, et de temps en temps une rafale, et Pierrot dit à Thomas, ben dis donc, c'est les vendanges avant l'heure. Évidemment les grappes de raisin tombent devant eux. Et c'est là, dessus, en face de la chapelle, par là, il y avait tout ça, l'aspect c'est plus le même, hein, ça a changé. Hein. C'était la vigne. C'était des vignes. Et c'est là qu'on était dans la vigne à un moment donné, qu'il y a une rafale qui arrive et qui nous fait tomber les raisins juste en face de nous. Et là, mon copain Roger, il me dit, tu crois Pierrot qu'on va s'en sortir de là? Et je lui ai dit, écoute Roger, si un de nous vient à flancher, aujourd'hui il y aura 3 morts de plus. Lui, il est déjà presque. Et il m'a dit, tu as raison, on s'en sortira. Et il m'a saisi comme ça, et je l'ai saisi comme ça, et j'ai pas honte de le dire, on s'est embrassé. Voilà. Et puis on a continué après la chapelle. Et à ce moment-là,
on entend un grand bruit, ils entendent un grand bruit dans le ciel. Pierrot dit, mais on dirait qu'il y a un orage et c'est une journée magnifique. Et Thomas lui dit, mais non Pierrot, ils nous tirent des obus là. Donc il tirait sur eux, il y avait la chapelle juste derrière, et la chapelle n'a reçu aucun éclat, rien du tout, elle a été intacte. Donc de là, ils passent entre les ceps, ils zigzaguent comme ils peuvent pour éviter les balles. Et puis ils arrivent à passer de l'autre côté, et ils vont essayer de rejoindre les camions qu'ils avaient laissés au ruisseau de Sévirac, là où le pont avait sauté, avait été miné par les maquisards qui étaient passés avant eux. Voilà, donc on va se retrouver au pont de Sévirac. Un groupe arrive depuis la chapelle, arrive de ce côté, ils longent la route et ils sont poursuivis par un groupe d'Allemands. Pierrot est en dernière position, son ami Roger s'est chargé de Mounis qui était blessé dans le dos. Donc Pierrot est en dernière position et il aperçoit les Allemands une cinquantaine de mètres, 50 à 70 mètres derrière, qui tirent dessus. Arrive à ce moment-là, de la droite, un camarade, Gordillo, qui les rejoint. Il fait quelques mètres avec Gordillo. Et puis Gordillo, il faut enjamber, il faut passer de l'autre côté de la route, c'est-à-dire de ce côté là-bas. Gordillo saute, Pierrot saute, Gordillo derrière lui. Et Gordillo s'effondre, il est touché. Pierrot vite se retourne, va à son secours. Et Gordillo a juste le temps de prononcer le nom de sa maman, quelques mots à Pierrot, et il meurt dans les bras de Pierrot. Mon copain Pierrot Gordillo, qui était devant moi, il tombe, il est touché. Alors, les autres, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je vais m'en occuper. Partez devant, prenez l'autre blessé, je vais m'en occuper. Je le lève, hein. il était touché par là. Donc, et les Boches, ils devaient nous avoir pris déjà avant, ils devaient être par là, parce que pour être touché dans la poitrine, il fallait qu'ils soient en passe. Bon, il meurt dans mes bras. Alors Pierrot en gardera un souvenir toute sa vie, et il le raconte souvent. Mais enfin, il n'a pas le temps, il est obligé de l'abandonner et de courir, parce que les Allemands sont derrière lui. Lorsqu'il arrive ici, au pont de Sévirac, dont le pont n'existe plus puisqu'il a été dynamité, il y a un groupe de résistants qui les attend là, tranquillement. Ils sont au pied de la cabane dont on voit le toit. Ils sont en train de boire un coup à une bonbonne que leur a donnée un habitant du Poujol. Alors Pierrot leur dit, laissez-moi cette bonbonne et vite, il faut se cacher tout de suite. Alors tout le groupe arrive et plonge carrément, c'est le cas de le dire, ils ont plongé dans les buissons, dans les ronces, pour se cacher dans les forêts, voilà, pour être à l'abri. Les Allemands arrivent, ils ne savent pas où sont les fuyards, donc la poursuite s'arrête là. Ils vont rester cachés une grande partie de la nuit. Pierrot dira plus tard, il y a eu le jour le plus long, nous on a passé la nuit la plus longue, parce qu'ils vont rester là de 7 h du soir jusqu'à 4 h du matin. Pendant ce long laps de temps, les Allemands vont arriver. Alors il va y avoir des chars d'assaut, des automitrailleuses, divers véhicules. La colonne qui devait être chargée d'arrêter comportait 4000 hommes, donc c'était énorme. Donc pendant toute une partie de la nuit, pendant toute la nuit, les Allemands vont reconstruire le pont avec des tôles pour que tous les engins passent. On se met sous le pont. On arrive sous le pont. Il n'y avait pas 5 minutes qu'on y était. Ça commence à passer. Ça commence à passer. Et tu en veux des Allemands, toi? Mon copain Raphaël Soto, qui était à côté de moi, il me dit, je vais les compter. On ne croyait jamais qu'il y ait une colonne de cette importance. Il me dit, je vais les compter. Moi, je voyais entre les branches là. Et à un moment donné, il s'arrête, il ne compte plus. J'ai dit, Raphaël, tu ne comptes plus? Il me fait,
ça vaut pas le coup, on n'y arrivera pas à le compter. Et encore, il n'en était pas passé un centième de ce qu'il y avait derrière. Alors eux sont cachés dans les fourrés, sous le pont. Ils voient les sentinelles qui sont là, qui dirigent les camions, qui font la circulation. Heureusement, il y a du bruit, parce que leur chef Cortés, qui a été blessé au genou, est en train de râler. Il va mourir dans la nuit. Heureusement, il y a du bruit et les Allemands ne l'entendent pas. Et puis la colonne va ainsi passer et se diriger vers le Poujol. Plus de bruit, ils sont là, ils ne savent pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, ils sont 8. Et un des 8, la cour, leur dit il ne faut pas rester là, il faut partir tout de suite en direction du Poujol, par là, par la végétation. Il ne faut pas s'attarder parce que les Allemands vont revenir. Ils ont laissé des morts, des blessés, du matériel dont ils vont venir le récupérer. Alors quand ils voient ça, donc, ils vont se séparer. Il y en a 2 qui vont partir vers le Poujol pour voir si les Allemands ont continué ou se sont arrêtés au Poujol. Et puis les autres vont traverser la route et monter à travers les vignes, parce qu'il y avait des vignes à cet endroit, et essayer de rejoindre le haut vers Saint-Vital, voilà le haut du relief. Ils ont bien fait parce que quand ils arrivent un peu plus haut, les 2 qu'ils ont laissés au Poujol vont revenir et leur dire qu'ils avaient bien fait. D'ailleurs, avant de partir, avant de monter carrément jusqu'en haut, ils s'apercevront qu'il y a 3 automitrailleuses qui passent. Ils ont bien fait de traverser la route. Voilà. Une fois qu'ils arrivent là-haut, il faut, avant d'arriver même, ils coupent des branches de châtaignier pour faire un brancard pour Mounis, celui qui est blessé dans le dos. Donc ils le montent comme ils peuvent vers Saint-Vital, il y a une clinique là-haut. Avant d'arriver là-haut, ils entendent marcher. Alors Pierrot Lopez s'avance et il s'aperçoit que c'est un paysan qui est là. Il ne s'agit pas d'Allemands. Le paysan leur dit qu'il a entendu tirer, mais que de toute façon ça ne risque rien, donc ils peuvent continuer. Alors ils vont continuer, ils vont arriver à la clinique. Pas à la clinique, ils vont arriver dans une ferme. Dans une ferme, une dame va les accueillir, va leur donner à manger. Ils sont bien contents parce que, à part, ils ont mangé une boîte de sardines chacun depuis la veille. Donc ils sont bien contents de pouvoir se restaurer. Ils confient Mounis, celui qui est blessé dans le dos, à 2 ou 3 messieurs qui le mettent dans une charrette pour l'amener à la clinique Saint-Vital. Finalement, il s'en tirera, Mounis, il pourra continuer sa vie après la guerre. Et puis le lendemain, ils se retrouvent vers la clinique, tous en train de manger. Et ils racontent évidemment les événements, comment chacun l'a vécu. Et alors Pierrot ne peut s'empêcher de dire que... Et quand on arrive là au repas, on parlait de ce qui s'était passé. Et alors moi, la colère ne m'avait pas passé encore. Parce que quand un chef vous dit « attendez qu'on vous donne l'ordre de repli », et puis que lui, il s'en va, et l'ordre de repli ne le donne pas, c'est que, je ne sais pas moi, si on appelle ça un chef, moi je suis général. Hein? Bon. Et alors moi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit en tous les cas, je ne sais pas quel est celui qui commandait les opérations là, mais il a 2 morts sur la conscience. Et je ne savais pas qu'il y en avait 2 autres. Je ne savais pas qu'Angèle qui a été tué au passage à niveau là-bas, qui a été trouvé au passage à niveau, c'est ça Denis? Hein? Denis, ton frère, est au passage à niveau. Alors nous on était loin, on est parti là. Je ne savais pas qu'il y avait ces 2 de plus, qu'il y avait Jean-Marie et Angèle, dont le frère est là, de Denis. Alors moi je dis celui qui commandait, je ne sais pas qui c'est qui commandait les opérations. Alors, comme j'étais en train de dire ça, celui qui était à côté de moi, mon voisin de table à droite, me donne un coup de pied. Et il me dit, moi j'ai continué, hein, j'avais la colère, même encore quand j'en parle, ça me prend la colère. C'est inadmissible ça, les chefs qui vous disent d'attendre depuis qu'ils sont morts. Hein.
Et quand je suis sorti, je dis à celui qui était à ma droite, là, tu m'as frappé, pourquoi tu m'as frappé là? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il me dit, malheureux, celui qui commandait les opérations, tu l'avais en face de toi. Ah, mais j'ai dit, je suis bien content. Et si je l'avais su, peut-être j'en aurais dit davantage. Alors Pierrot et son copain Roger, après la guerre, ils n'ont pas eu la croix de guerre tout de suite, parce que le monsieur est intervenu pour ne pas qu'il l'ait. Mais heureusement, il y avait un gradé, le capitaine, je crois qu'il était capitaine, Jam, c'est Pierrot qui m'avait dit son nom, qui après leur a octroyé cette médaille. Alors là aussi, je voulais faire un point ici, dont il y avait une stèle qui se trouvait là, la stèle du capitaine Lioncan, Charles Lioncan. Alors lui, le lendemain, le surlendemain, on n'a plus eu de nouvelles de lui. Donc cette stèle était voilà, sur la droite de la route. On n'a plus de nouvelles de lui. Quand les combats ont été finis, on l'a retrouvé trois terrasses au-dessus, il était mort. Alors comment, on ne sait pas, mais de toute façon il était là, il était mort. Sa maman a appris la nouvelle, et quand elle l'a annoncé à son mari, et son mari lui a dit, mais oui, mais je suis au courant. Et alors, elle lui a dit, mais non, mais... alors il lui a dit, mais qui c'est Charles qui est mort. Et par contre, son mari avait dans sa tête le nom d'un autre fils qui est mort 3 jours après. Donc chacun annonçait la mort d'un de leurs enfants. Enfin, je ne sais pas si on peut comprendre. Voilà. Donc les deux étaient morts, les 2 enfants d'une même famille, à peu près le même jour. Voilà, chacun combattant dans une unité différente. Ouvrez le banc. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je ne veux pas vous faire un discours, mes talents ne me le permettent pas. Mais par contre, je dois dire merci. Ça, je crois pouvoir, il faut que je le dise. Merci à madame, à monsieur Michel, Hélène m'a fait celui. Merci pour le rêve qu'ils ont accompli, pour le travail acharné qu'ils ont fait. Ce n'est pas une mince affaire. Hélène, Michel, du fond du cœur, je vous remercie. Je tiens à remercier les autorités civiles, militaires, tous ceux qui sont ici, pour le témoignage, pour le concours. Je veux dire merci aussi à toute cette population, tous ces gens, mesdames, messieurs, tous ceux qui êtes ici, qui honoraient de votre présence cette cérémonie. Je dois aussi dire un merci à la brigade de gendarmerie. Avec les temps qui courent, combien nous avons besoin de vous. Merci, excusez-moi, monsieur le sous-préfet, de ne pas visiter. Avec toutes les occupations que vous incombent, tout le travail que vous avez, merci d'être là. Et puis, je terminerai, messieurs, vous saluez tous mes camarades, tous ces porte-drapeaux. Vous, messieurs, qui êtes là
présents. Vous qui avez, la plupart d'entre vous, eu à vous battre pour défendre ces trois couleurs, l'emblème de notre pays. Merci à vous. Merci aussi pour être là. Vous honorez de votre présence ceux qui sont tombés. Les uns sont tombés à mes côtés, les autres sont tombés ailleurs. Merci pour eux. Ils sont tombés pour que nous puissions vivre dans un pays de liberté, en toute quiétude. Et merci à tous, le peuple, parce qu'ils sont tombés pour nous tous, sont tombés pour que nous puissions vivre, dire que notre pays, c'est un grand pays. Ils sont tombés pour que nous puissions dire tous, aujourd'hui, demain et toujours, vive notre pays, vive la France.